May I start? Thank you for inviting me here. Merci pour cette invitation à cette conférence. Ayant entendu les discussions d'hier, j'ai quasiment entièrement changé mon texte. Ce sera un grand défi pour nos traducteurs. Je vais essayer de parler lentement pour permettre aux traducteurs d'assurer. D'abord, j'ai travaillé au ministère des Finances du gouvernement japonais pendant 35 ans. Et en 1997-98, j'étais le directeur au ministère des Finances en charge des liquidations des grandes institutions financières du Japon, telles que Yamaichi Securities, la banque de crédit à long terme, la LTCB, et la Nippon Credit Bank, la NCB. En 2007, je suis devenu le représentant du gouvernement japonais au sein du Fonds monétaire international et j'ai dû faire face à la crise de Lehman Brothers en 97-98. Nous avons réussi à contenir toute la gamme de liquidations qui ont été provoquées et nous avons pu empêcher donc à l'époque que le Japon devienne l'épicentre d'une crise financière mondiale. Comment nous avons fait pendant un week-end de 3 jours, donc en 97, nous avons déconstruit, nous avons arrêté, nous avons mis à plat donc les actions transfrontalières des opérations transfrontalières de ces institutions financières, y compris les produits dérivés. Le démontage de ce type d'opération n'a pas été fait en 2008 par les États-Unis et l'Angleterre lors de la liquidation de Lehman Brothers en 2008. Ce qui a fait donc, en 2008, Lehman Brothers est devenu l'épicentre d'une crise financière mondiale. En dépit de nos efforts à la fin des années 90, qui avaient réussi, nous avons été très fortement critiqués par l'opinion publique et par les autorités internationales qui eux-mêmes sont aujourd'hui en train de se battre avec la crise mondiale, y compris mon ancien ami Larry Summers et Tim Geithner. Donc c'était eux qui critiquaient et c'est aujourd'hui eux qui ont du mal à gérer la crise. Nous avons mis des procureurs. À l'époque, on a nommé des procureurs pour nous juger. Nous avons travaillé avec des procureurs qui nous ont aidés d'éviter la crise. Certains de ces procureurs qui ont arrêté la crise à l'époque ont été condamnés en justice, d'autres se sont suicidés ou sont morts. Quasiment tous les membres de ces grandes corporations financières japonaises, ceux qui ont été donc liquidés, mis en liquidation, ils ont également été arrêtés et punis. En tant que survivant de cette crise, il est très facile pour moi de parler et de savoir ce qui va se passer l'année prochaine en Europe et aux États-Unis, parce que malheureusement, ceci est un déjà-vu d'il y a 10 ans. Bien.
Pourquoi les gens en Europe souffrent aujourd'hui de la crise économique? La réponse est simple. La bulle, depuis les débuts des années 2000, la bulle a explosé avec le choc de Lehman. Quelle a été la bulle économique à l'époque? Les bulles arrivent quand les gens rêvent que la prospérité puisse durer pour toujours. Dans le cas du Japon, les gens ont rêvé que les prix de l'immobilier japonais et que les actions sur le marché des actions pourraient monter pour toujours. Ce qui arrive dans le monde occidental, d'abord, la crise a été provoquée par la finalisation de l'abrogation de la loi Glass-Steagall en 1999, fait par mon ami Larry Summers en tant que secrétaire du Trésor des États-Unis. Cette politique, ce changement politique, a permis aux banques d'affaires de mobiliser les dépôts réunis par les banques commerciales comme fondement et source de leur opération de marché, qu'on peut parfois appeler le jeu. Ça a aussi planté le décor qui fait que les pertes encourues par les banques d'affaires sont couvertes par un filet de sauvetage, par des fonds publics, dans un filet de sauvetage par les ronflements publics afin de sauver le système financier. Ces affaires, ces opérations des banques d'affaires comprennent les produits dérivés qui ont explosé. C'est des profits virtuels, faux et imaginaires, résultant des bonus et des commissions, résultant de ces affaires, ont amené les banques d'affaires, ça leur a rapporté énormément d'argent en termes de bonus et des profits. Les banques d'affaires engagées à Wall Street et dans des villes et à la City de Londres, telles que Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, la Royal Bank of Scotland, la Lloyds, toutes ces banques ont tous connu des profits sans précédent. Certaines institutions, y compris en dehors du monde anglo-saxon, qui sont partiellement américanisées, telles que Deutsche Bank ici en Allemagne ou UBS en Suisse. Les autres profits imaginaires, on les a vus pendant la même période en Europe et on peut les appeler la bulle d'être membre de l'Union européenne. Les pays, les nouveaux venus qui entraient dans l'Union européenne, et même ceux qui étaient simplement candidats pour devenir membres, ont connu des arrivées incroyables de capitaux, ce qui les a amenés à augmenter les salaires et le prix de l'immobilier. Les standards, les critères pour entrer dans l'Union européenne ont été arrangés sous la pression des banques d'affaires. Alors, la bulle s'est effondrée en 2008 avec la liquidation de Lehman Brothers. Après ce choc, aux États-Unis et en Europe, il semble qu'on n'a rien appris de la crise de la fin des années 90, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devrait tenter de maintenir la confiance dans les marchés financiers et la différence entre une récession, un ralentissement normal
qui peut arriver dans l'économie et la crise provoquée par les crashs financiers. Les nombres sont abondants. Il y a la crise du Mexique en 1994, suivie par la crise asiatique au Japon en 1997, que j'ai dû gérer. Comme je l'ai mentionné à plusieurs fois, il y a 2 pas que les pays doivent faire pour traiter avec un crash économique provoqué par la crise financière. D'abord, les gens doivent rétablir la confiance de leur système financier. Et ensuite, deuxièmement, par des encouragements fiscaux, ils doivent relancer leur économie. Pour rétablir la confiance dans le système financier, les pays doivent créer 3 types de filets de sauvetage qu'on montre ici. D'abord, donc, des recapitalisations, établir un mécanisme pour renflouer les institutions financières. 2, établir un système, on peut faire des prêts soi-disant dites non rentables. Et 3, garantir les prêts interbancaires par le gouvernement. Ces filets de sauvetage ont été établis dans les régions transatlantiques en octobre 2008, après les chocs de Lehman. Mais, cependant, c'est juste une capacité. La grande question demeure, comment est-ce qu'il faut les utiliser, ces mécanismes? Malheureusement, la priorité des actions, la hiérarchie de la mise en place de ces mécanismes a été totalement erronée, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Permettez-moi de présenter d'abord une façon idéale qu'on aurait dû suivre et qui aurait pu résoudre cette crise très vite. D'abord, il faut un examen rigoureux des bilans par les autorités publiques, fondé sur ce qu'on appelle la comptabilité mark-to-market, c'est-à-dire le prix du marché pour évaluer les actifs et les prêts, qui sont aujourd'hui totalement surévalués. Deuxièmement, ce calcul doit révéler, aurait montré qu'il y a des prêts qui ont perdu toute valeur parce qu'il y a des produits qui ont été titrisés, qui ont perdu toute valeur. Troisièmement, la plupart des banques, les grandes banques d'affaires dans le monde occidental, auraient été totalement insolvents, c'est-à-dire ils auraient été en faillite et n'auraient pas dû survivre en tant que banque. La quantité totale de capitaux injectés par les autorités publiques nécessaire pour renflouer ces banques, cet argent doit être calculé d'une façon honnête et la somme doit être rendue publique. Ce processus est essentiel pour informer le marché de la magnitude du problème, de l'ampleur du problème. Et il faut montrer, pour rétablir la confiance, que l'argent public donc a permis de sauver les banques et de les nettoyer. Cinquièmement, la plupart des banques d'affaires doivent être liquidées, mises en faillite, parce que la quantité d'argent public nécessaire dépasse, disons, l'argent dont ils ont besoin dépasse largement l'argent dont disposent les États. Et sixièmement, les managers et les membres des administrations des institutions faillites
qui ont besoin d'argent public doivent être mis en examen pour leur responsabilité pour avoir utilisé l'argent public indispensable pour sauver leurs institutions. Dans le cas des États-Unis et des pays européens, ce type d'examen rigoureux et honnête du système bancaire, ça n'a jamais été mis en place, ça n'a jamais été pratiqué. Et le résultat de ces examens n'ont jamais été révélés au public. À la place, on a fait un simulacre d'examen qu'on appelle un stress test. On a été introduit pour détourner l'attention du vrai problème. Les gens ont maquillé leurs comptes et leurs bilans alors qu'ils auraient dû être condamnés comme étant insolvables. Sans ce type d'honnêteté et de transparence, il est impossible de convaincre tous les acteurs du marché que toutes les institutions financières, que les bilans ont été purgés. Ça n'a pas été fait. Quand nous, on a souffert au Japon de la crise financière, 97, 98, on a eu beaucoup de conseils et de critiques de grandes autorités économiques des États-Unis, y compris mon ami Larry Summers. On peut les résumer ensuite. Lors de la crise financière, donc, au Japon, les États-Unis ont conseillé d'avoir un atterrissage, non pas en douceur, mais en douleur. C'est-à-dire qu'il faut fermer les banques et il faut que ça fasse mal. Il ne faut pas les renflouer. Larry Summers a dit, il ne faut pas renflouer vos banques. Hors question. Et il faut maintenir les ventes à découvert, c'est-à-dire la spéculation. Et il faut le mark-to-market accounting, c'est-à-dire vendre les actifs au prix du marché. Tous ces principes qu'on nous a conseillés aujourd'hui n'ont pas été respectés pour résoudre la crise aux États-Unis avec Lehman Brothers. La plupart des banques d'affaires ont été jugées insolvables et auraient dû être liquidées après le choc de Lehman. Ça, c'est la partie la plus importante. Les obligations d'État des États européens n'auraient jamais été sous l'attaque des ventes à découvert spéculatives ou les CDS, les Credit Default Swaps, par les banques d'affaires. Pourquoi c'est arrivé? Ce sont été ces banques d'affaires qui ont attaqué les obligations d'État européens pour faire des gros profits à très court terme. Ça a été en fait leur bataille pour eux-mêmes se refaire une santé parce qu'eux-mêmes étaient au bord de la faillite. Ces attaques ont conduit à un resserrement du crédit. Après une telle crise, le gouvernement doit en fait faire une relance fiscale. Les ménages et les entreprises sont forcés de payer le prix du surprêt. Voici voilà la situation après l'éclatement de la bulle financière. Le PIB d'un pays est composé de 4 parties. D'abord, la partie rouge, c'est les exportations nettes. La partie brune, les ménages.
Le vert, ce sont les entreprises privées et le bleu, c'est l'État. Après l'éclat de la bulle, sur la gauche, le tableau de gauche, les ménages et les entreprises ont souffert, ont dû payer le prix fort donc ils ont dû payer. Vous voyez que cette partie a été réduite. La partie des ménages, la partie des entreprises a été réduite dans le PIB. La partie totale du PIB va rétrécir au même temps, c'est-à-dire une croissance économique négative. C'est arrivé en... Il y a eu moins 20%. Ils ont dû couper leur fonds de retraite et les services publics. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce doit être le gouvernement qui doit prendre des risques dans ces circonstances et doit dépenser de l'argent public pour des travaux, les grands travaux publics, par exemple des routes et des chemins de fer, pour que la taille de l'ensemble du PIB ne soit pas réduite. Comme je l'ai mentionné avant, pour activer ce genre de stimulation physique a été rendu difficile suite aux attaques des banques d'affaires sur les obligations d'État. Donc les États n'ont pas fait ces investissements, alors que les banquiers qui ont provoqué la crise et gagné le plus, c'est eux qui ont recommandé des politiques totalement fausses, mauvaises, d'austérité, et ils ont mis le poids sur des contribuables comme vous. Si ce genre de politique continue, l'Europe va souffrir, va perdre 2 décennies. Nous, au Japon, nous avons perdu 1 décennie. Mais bien, d'accord. Une projection honnête et officielle du Fonds monétaire international par mes amis, mes équipes, ils m'ont dit que le moment le plus tôt, pour le premier moment de reprise économique pour l'Europe, c'est en 2020, c'est-à-dire 12 ans après Lehman. Si on continue, même cette projection peut finir par être trop optimiste. 2 décennies perdues, c'est quasiment une génération de perdus. Et c'est une nuisance, c'est un gâchis monstrueux. Je voudrais appeler ici aux gens présents, et spécialement les jeunes. Si ça arrive sur 20 ans, ça veut dire que c'est une génération, c'est votre vie qui sera ruinée. Donc c'est à vous de choisir ce qu'il faut faire. C'est de la plus grande importance de garantir. Je veux parler 30 secondes pour parler de Chypre. C'est de la plus haute importance de garantir un certain niveau des dépôts qui sont dans les comptes bancaires. Dans la plupart des pays, il y a un plafond et en dessous, les dépôts sont garantis, peu importe la crise financière. Ce qui est arrivé à Chypre, c'est évidemment le contraire. Ils ont tenté d'introduire où on a demandé à tous les déposants de payer pour la crise financière, ce qui va totalement ruiner la confiance dans le système financier et ainsi aggraver la crise financière. Permettez-moi maintenant d'élaborer
Pourquoi? Comme on sait, une banque peut fonctionner tant qu'elle puisse maintenir 10% de son bilan comme des capitaux propres. L'essence même de la banque, la création de confiance. Prenons comme un exemple. Si une banque, par exemple, a un bilan de 100 millions, elle n'a pas besoin d'avoir 100 millions en cash dans la banque. Tant que la confiance règne, tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps. Donc, la différence entre 100 millions et les 10 millions, c'est-à-dire une partie de l'argent dans la banque, bien sûr, peut être utilisée pour des prêts. Les décisions prises à Chypre, bien sûr, ont démoli totalement les fondements même sur lesquels une banque peut fonctionner. Et j'espère que ce type de politique qui a été conseillé par Bruxelles pourra être changé le plus vite possible parce que cela aura un effet contagieux, terrible, sur tous les autres pays autour. Nous avons déjà connu un exode des capitaux qui sont sortis d'Espagne, qui sont allés se placer à Wall Street aux États-Unis. Pour conclure, c'est un besoin vital que la loi Glass-Steagall soit rétablie et que les banques d'affaires soient liquidées, mises en faillite au plus vite possible pour sauver l'Europe. Ce sera une guerre contre des sales banquiers qui ont gagné plein d'argent des jeux et des paris financiers avec les contribuables qui payent la facture, alors qu'eux ont utilisé des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, et les autorités financières qui sont leurs alliés. C'est une guerre pour le sens, pour la dignité et le bien-être des gens qui travaillent et qui placent leur argent dans les banques et qui payent leurs impôts. Merci beaucoup.